Bonjour. En matière de créatures fantastiques, nous sommes au début du cinéma. Nous avons déjà assisté à la naissance de la première créature fantastique du cinéma. On suivi le parcours d'Alice Guy qui nous a présenté différentes créatures, en plus de sa fée au chou, mais il ne s'agissait que du premier pas. Pourtant, si aujourd'hui les créatures fantastiques pullulent au cinéma, c'est grâce à quelqu'un d'autre. L'histoire de l'expansion des créatures fantastiques au cinéma commence dans la région de la créature fantastique la plus connue du pays. Je veux bien sûr parler de la chocolatine. Car en effet, Jean-Louis Méliès est né en Ariège. Il deviendra compagnon cordonnier et prendra évidemment le nom de Carcassonne. Attendez, car ses grands-parents sont au doigt et à l'œil. Avec ce titre de compagnon, il voyagera dans toute la France, exerçant son métier de cordonnier, qui lui permettra de rencontrer Catherine, elle-même fille de cordonnier, et c'est dans une usine de bottes que se réalisera leur coup de foudre. Ils se lancent à leur compte dans la chaussure, et ainsi Jean-Louis Méliès devient un grand industriel en 1852. Il s'installe à Paris et achète une maison de campagne à Montreuil. En 1861, le 8 décembre, qui est aujourd'hui célébré comme la fête des Lumières, naît Marie-Georges Jean Méliès. Le petit Méliès fait ses études au lycée Louis-le-Grand, à Paris, mais il manifeste des dons certes pour le dessin et la peinture, toujours en train de griffonner sur son cahier. Ses professeurs, d'ailleurs, seront épatés par les caricatures qu'il fait d'eux. En 1877, dans la maison de campagne de Montreuil, le petit Georges monte son premier spectacle de marionnettes qu'il présente à sa famille et dans lequel évolue un ogre végétarien. Vers 1884, Georges Méliès se passionne de peinture et devient l'élève du peintre Gustave Moreau. Là, il fera la connaissance de Suzanne, la fille du concierge. Il deviendra bientôt son premier amour. Ses riches parents sont un peu déçus de le voir s'en amouracher d'une fille de concierge, décident de l'éloigner en envoyant Georges à Londres, soi-disant pour qu'il perfectionne son anglais. Là, il s'installera près d'un théâtre de magie très réputé, le Egyptian Hall, où il rencontrera le magicien David Devant, pour lequel il construit des décors et avec lequel il apprend la magie au point qu'il se produira même sur scène. En 1885, il revient à Paris et épouse une riche héritière dont il aura 2 enfants, Eugénie Génon. Pas facile à dire, Eugénie Génon. Dès 1886, il se produit comme illusionniste au musée Grévin et à la galerie Vivienne sous le pseudonyme de Dr Mélius. En 1888, son père part retraite dans la chaussure et souhaite que ses 3 fils, Henri, Gaston et Georges, prennent sa succession dans sa riche entreprise. Mais Georges, la chaussure, ça le botte pas trop. Alors, grâce à la donation que lui a faite son père, il reprend le bail et les fonds du théâtre de magie Robert Houdin, dont il assure la direction. La donation comprend également la propriété de vacances à Montreuil. Georges Méliès va présenter, moderniser et créer des spectacles de magie dans son théâtre. Il va également réaliser des caricatures politiques dans un journal fondé par son cousin Adolphe Méliès, La Griffe. En 1891, il fonde l'Académie de prestidigitation qui donne un statut aux illusionnistes. Un jour de 1895, son ami Antoine Lumière le convie à une démonstration de l'invention de ses fils Louis et Auguste. Les frères Lumière donnent leur première représentation publique le 28 décembre de leur cinématographe. Épaté, Georges demande à acheter cette merveilleuse invention. Mais Antoine Lumière lui répond qu'elle n'a aucun avenir commercial et refuse de lui vendre. Georges ne se laisse pas démonter et part en Angleterre où il rencontre Charles Urban et Robert W. Paul qui viennent de fabriquer leur propre version, le théâtrographe, un appareil de projection, et il fabriquera son propre appareil de prise de vue, le kinétographe. Dès le mois d'avril 1896, il tourne son premier film. Pendant cette année, il réalisera près de 80 films de vie quotidienne qu'il vendra à des forains et présentera dans des cafés.
Mais il se rend compte bien vite qu'il pourrait filmer des choses plus intéressantes et que le public va finir par se lasser. C'est apparemment sur la place de l'Opéra qu'il découvre le truc de la substitution lorsque sa caméra s'arrête alors qu'il est en train de filmer. Et lorsqu'elle repart, il se rend compte que les voitures ont changé de place, ce qui donne l'impression qu'elles se sont transformées. Bien sûr, il est à noter que l'assassinat de la reine Mary Stuart, qui utilisait ce même truc, avait déjà été filmé auparavant. En 1896, Georges Méliès filmera donc son premier film à truc, Escamotage d'une dame chez Robert Houdin. L'année suivante, il fait construire un atelier de prise de vue dans le potager de la propriété de Montreuil-sous-Bois. C'est ce qui sera le premier studio de cinéma au monde. C'est là où il réalisera tous ses films, construira tous ses décors, peindra et créera tous ses décors, dirigera tous ses acteurs, sera lui-même souvent devant la caméra et fera coloriser la plupart de ses films. En 1897, également, il invente la surimpression, où la pellicule est impressionnée 2 fois en changeant le décor, mais également le cache contre cache, dans lequel un cache d'une forme donnée est placé devant l'objectif afin de cacher une partie de l'image. La pellicule est impressionnée une première fois, puis en mettant un cache de forme opposée, on peut filmer une seconde fois et ainsi donner l'impression que les deux scènes se déroulent sur le même plan. 2 ans plus tard, il inventera le fondu enchaîné, qui consiste à filmer un plan, rembobiner et surimprimer la fin du plan avec le début du suivant. En 1902, il filmera son film le plus connu aujourd'hui, Voyage dans la Lune, qui connaît un succès mondial. Malheureusement, ce film et tous les autres seront largement piratés aux États-Unis. Carré cet état de fait, Georges Méliès envoie son frère Gaston pour défendre ses intérêts et s'implanter sur le marché américain. Parallèlement à ses activités de cinéaste, Georges Méliès est toujours directeur du théâtre Robert Houdin et fonde la chambre syndicale de la prestidigitation, dont il assume la présidence jusqu'à sa mort. En 1908, Edison réunit 8 grands producteurs de cinéma, dont 6 américains, afin de constituer un grand cartel et dont les membres seront les seuls à avoir le droit de distribuer des films aux États-Unis. En effet, Edison considère que le kinétographe est son invention. Tous les films des États-Unis doivent avoir son autorisation pour être diffusés. 2 producteurs français seront admis dans ce cartel, Méliès et Charles Pathé. Méliès est alors obligé d'augmenter sa production, et durant l'hiver 1907, il fait construire à cet effet l'atelier B, afin de pouvoir tourner 2 films en parallèle. En 1909, il préside le Congrès international des éditeurs de films qui se tient à Paris. Hélas, cela signera sa perte, car c'est pendant ce congrès que sont décidés des prix exorbitants auxquels les forains doivent acheter les films, et qui signent la fin des loueurs de films qui ne peuvent pas tenir la concurrence. Hélas, Méliès s'est fait piéger par Edison.
En 1910, il décide de retourner au théâtre Robert Houdin et d'abandonner le cinéma. Mais en 1911, le producteur Charles Pathé lui passe des commandes de films, qui auraient pu être de beaux succès, mais Méliès est placé sous la direction de son rival en féerie, le Corse Ferdinand Zecca, qui l'oblige à faire des coupes dans ses films les plus longs et qui raille ses films les plus courts. En 1912, Méliès tourne son dernier film, Le voyage de la famille Bourrichon. En 1913, Méliès fait faillite et ferme définitivement ses 2 studios. La diffusion de ses films aux États-Unis va lui assurer des revenus alors que le théâtre Robert Houdin, comme tous les théâtres, fermera en 1914 pour cause de guerre. À partir de 1917, il transforme son second studio en théâtre des variétés artistiques dans lequel il va produire des opéras dirigés par sa fille Georgette. En 1923, ruiné, Méliès doit quitter sa propriété de Montreuil, qui est vendue, exproprié du théâtre Robert Houdin qui est démoli pour prolonger le boulevard Haussmann. Après avoir vivoté, Georges Méliès se remarie avec Joanne Dalcy, une de ses anciennes artistes du théâtre Robert Houdin puis du cinématographe. Elle est maintenant gérante d'un magasin de jouets de confiserie dans le hall de la gare Montparnasse. C'est là qu'après une longue période d'oubli, des journalistes vont le découvrir marchand de jouets. En 1929, Georges Méliès est mis à l'honneur au cours d'un gala organisé en décembre à la salle Pleyel à Paris. 2 ans plus tard, Louis Lumière lui remet la croix de la Légion d'honneur. En 1932, Méliès, sa femme et sa petite-fille Madeleine sont accueillis au château d'Orly, propriété de la Mutuelle du cinéma. 6 ans plus tard, le 21 janvier, Georges Méliès meurt d'un cancer à Paris. Entre 1896 et 1912, Georges Méliès a tourné 520 films. Il a été producteur, distributeur, scénariste, décorateur, metteur en scène, acteur principal. Il a inventé de nombreux trucs qu'on appelle aujourd'hui effets spéciaux. Il a donné vie à des créatures fantastiques par dizaines. Il avait envie de faire rêver les enfants comme leurs parents. Il ne croyait pas aux westerns ou aux comédies romantiques. Il disait que le cinéma devait faire voyager, devait faire rêver. Malheureusement, ces 520 films ne nous sont pas tous parvenus. Cependant, sur la grosse centaine de films qui nous est parvenue, on peut dresser une liste, non exhaustive, évidemment, de quelques créatures fantastiques qu'il a mis en scène. On trouve donc, parmi les moins fréquents, des animaux géants. Dans un des premiers films qu'il ait tourné dans son jardin, une araignée, mais aussi un serpent géant, des grenouilles, des chenilles et même un phénix. Dans l'un de ses derniers films, À la conquête du pôle, Georges Méliès nous présentera un véritable géant des glaces. Une marionnette de plus de 2 mètres, à laquelle plusieurs opérateurs donneront vie. Il nous montrera aussi des fromages vivants. Il nous montrera par 2 fois des lilliputiens et des géants, des statues vivantes, des génies, des astres avec des visages. Au moins 3 fois nous verrons des fantômes, des dieux mythologiques, des anges. Plus de 5 fois, il nous montrera des femmes mythiques telles des sirènes, des muses ou des nymphes. 7 fois, des fées. Et bien sûr, l'un des personnages qu'il a le plus interprété au théâtre et au cinéma, c'est le diable, avec plus de 18 fois. Il avait d'ailleurs ce calembour. Quand je fais des films avec le diable, je signe Méliès, car Méphistophélès. Mais le personnage le plus représentatif de Méliès, celui qu'il a le plus interprété, de loin, avec plus de 70 fois, c'est ce qu'il était réellement sur scène et à la ville. C'était le magicien du cinéma. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos qui parleront plus en détail des différentes créatures auxquelles Méliès a donné vie, avec les quelques films que j'ai réussi à trouver dans un état présentable.
Je vous engage de toute façon à aller voir l'ensemble de la filmographie de Méliès. Tous ces films sont des merveilles des débuts du cinéma. Et si la vie de Méliès vous intéresse, je vous encourage également à lire ce livre, qui est pas très cher, et qui a été écrit par sa petite fille Madeleine, avec moultes anecdotes. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!